Ils m'ont ordonné de m'excuser devant 50 invités. Elle a tenté de verser du vin sur ma robe, puis a hurlé que je l'avais poussée, exigeant des excuses publiques. Je m'être suis levée, j'ai pris le micro. Et ma réponse a fait pleurer toute ma famille. Je m'appelle Élise Renaud et j'ai 32 ans. Il y a quelques semaines à peine, lors d'une soirée qui devait célébrer le plus grand succès de ma carrière, mes parents m'ont ordonné de m'excuser publiquement devant 50 invités. La petite amie de mon frère venait de simuler une chute pour tenter de renverser son verre de vin sur ma robe. Son plan ayant échoué, elle s'est mise à hurler que je l'avais attaquée, exigeant une humiliation publique. Alors, je me suis levée, j'ai pris le micro, et ce que j'ai dit ensuite n'a pas seulement fait pleurer la manipulatrice. Ma réponse a fait pleurer toute ma famille. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce drame familial, à cette rupture financière et émotionnelle, laissez-moi vous ramener 8 mois en arrière, au jour où tout a commencé. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis curieuse de savoir jusqu'où mon histoire voyage. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Votre soutien compte énormément pour moi. C'était un dimanche après-midi d'octobre. Le ciel de Lyon était d'un gris doux, presque mélancolique, et l'air sentait la terre humide et les feuilles mortes. Dans mon appartement de la Croix-Rousse, une bulle de chaleur et de lumière, je mettais la dernière main à une tarte tatin. L'odeur de pommes caramélisées et de beurre chaud emplissait la pièce, une odeur qui pour moi a toujours été synonyme de maison, de famille. C'était le dessert préféré de mon père. Chaque dimanche, sans faute, nous nous retrouvions pour le dîner chez mes parents, dans leur grande maison à Écully. C'était notre rituel, un fil invisible qui nous liait malgré nos vies si différentes. Je souriais en imaginant le visage de mon père s'illuminant en voyant la tarte. J'avais passé l'après-midi à la préparer, choisissant les pommes parfaites, veillant sur le caramel avec une attention quasi chirurgicale. C'était ma façon de dire « je t'aime », une façon plus simple pour moi que les mots. Alors que j'emballais délicatement mon œuvre culinaire, mon téléphone a vibré sur le plan de travail en granit. Un message de maman. Ma chérie, ne viens pas dîner ce soir. Manon se sent un peu jugée par toi, nous voulons juste garder une ambiance paisible. On se rattrapera. Bisous. J'ai lu le message. Une fois. 2 fois. Puis une 3e. Les mots semblaient danser devant mes yeux, refusant de former un sens cohérent. Manon. La petite amie de mon frère Bastien depuis à peine 2 mois. Une femme que j'avais rencontrée exactement 2 fois. Jugée par moi? Mon esprit a immédiatement rembobiné. La première fois, c'était lors d'un déjeuner. Elle était arrivée avec 1 heure de retard, vêtue d'une robe qui coûtait probablement plus que mon loyer, et avait passé tout le repas à parler de ses collaborations sur Instagram, un compte avec à peine plus de 2000 abonnés. J'avais souri, posé des questions polies, essayant sincèrement de l'intégrer. La seconde fois, pour l'anniversaire de Bastien, elle ne l'avait pas lâché d'une semelle, appelant mon père, papa Bernard, et ma mère, maman Hélène, avec une familiarité qui me mettait mal à l'aise. J'ai attrapé mon téléphone, mes doigts tremblaient légèrement. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Sa réponse est arrivée presque instantanément. Rien de grave, ma chérie. Mais tu sais, tu as tellement de succès. Ta carrière, ton indépendance. Manon est plus sensible, elle se sent un peu écrasée. C'est juste pour ce soir, pour que tout le monde soit à l'aise. Écrasée? Sensible. Je me suis assise lourdement sur une chaise de ma cuisine. Le contraste était brutal. J'avais travaillé 2 fois plus dur que n'importe qui pour en arriver là, dans le monde compétitif de l'architecture d'intérieur. J'avais enchaîné les petits boulots pour payer mes études, pendant que Bastien, de 4 ans mon cadet, abandonnait sa 3e université aux frais de nos parents. J'avais construit ma propre entreprise, pierre par pierre, sans jamais rien demander. Et maintenant, mon succès était devenu une arme retournée contre moi. Je regardais la tarte tatin, si parfaite, si dorée, qui semblait soudain absurde sur mon plan de travail. C'était un symbole de mon amour, de mon effort pour maintenir ce lien familial. Un effort qui, apparemment, n'était plus le bienvenu. Mon père ne goûterait pas son dessert préféré ce soir. Ma famille rirait et partagerait des souvenirs sans moi.
Tout ça pour le confort d'une quasi-inconnue. Ce soir-là, j'ai mangé une part de tarte seule, devant ma fenêtre qui donnait sur les toits de Lyon. Le goût sucré des pommes était amer dans ma bouche. Je ne savais pas encore que ce message n'était pas une simple annulation. Ce n'était pas « juste pour ce soir ». C'était la première fissure dans les fondations de ma famille, le début d'une lente et douloureuse démolition. La tarte était encore tiède, mais mon cœur, lui, était déjà glacé. Je ne savais pas que ce n'était pas juste un dîner que je perdais, mais la première pièce d'un puzzle bien plus sombre qui allait se mettre en place. Pour comprendre la rapidité avec laquelle Manon a pris le pouvoir, il faut comprendre ma famille. Mon père, Bernard, est un chirurgien respecté, un homme pour qui la réussite se mesure en diplôme et en prestige. Ma mère, Hélène, a sacrifié sa propre carrière d'infirmière pour nous élever, et place l'harmonie familiale au-dessus de tout, quitte à ignorer les vérités qui dérangent. Dans cette dynamique, j'étais une anomalie. J'avais refusé de suivre la voie royale de la médecine, au grand désespoir de mon père, pour me lancer dans la décoration, comme il l'appelait avec un certain dédain. Mon succès, bien que réel et tangible, était une sorte de succès de seconde zone à ses yeux. Bastien, en revanche, était le prince héritier. Ses échecs scolaires étaient des phases d'exploration. Son manque d'ambition était de la sensibilité artistique. À 28 ans, il vivait toujours dans le studio aménagé au-dessus du garage de mes parents, passant ses journées à rêver de lancer une marque de vêtements qui ne dépassait jamais le stade du carnet de croquis. Il était leur projet, leur échec à réparer. Manon a compris cela avec une intelligence diabolique. Elle est entrée dans nos vies non pas comme une tempête, mais comme une brise tiède et parfumée. Dès le premier jour, elle a validé tous les choix de mes parents. Elle écoutait religieusement les récits de mon père sur ses opérations complexes, les yeux brillants d'admiration. Elle passait des heures dans la cuisine avec ma mère, la complimentant sur son « incroyable » coq au vin. « Vous êtes des parents tellement inspirants », leur disait-elle. Bastien a tant de chance. Et par extension, elle aussi. Très vite, Manon est devenue indispensable. Elle a commencé à s'immiscer dans leur quotidien avec une douceur calculée. Un week-end, alors que je passais à l'improviste pour récupérer un livre, je les ai trouvés tous les trois dans le salon. Manon, debout au milieu de la pièce, dirigeait les opérations. Je pense que ce fauteuil serait mieux près de la fenêtre, maman Hélène, pour la lumière. Qu'en penses-tu ? Ma mère, qui détestait qu'on change ses habitudes, a acquiescé avec un sourire. C'était un fauteuil que j'avais choisi avec elle des années auparavant. Oh, Élise, s'est exclamée Manon en me voyant, sans la moindre gêne. On fait juste un peu de réaménagement. Pour rafraîchir. Ton goût est superbe, bien sûr, mais un peu sombre, non. Le sous-entendu était clair. Mon goût, mon influence, mon passé dans cette maison était devenu sombre. Démodé. Remplaçable. J'ai regardé ma mère, espérant un signe de protestation, un clin d'œil complice. Rien. Elle était sous le charme. Manon était la fille qu'elle aurait aimé avoir, douce, malléable, entièrement dévouée à l'idée de « famille ». La semaine suivante, j'ai remarqué que la série de photos de mes remises de diplôme, qui trônait sur la cheminée depuis des années, avait disparu. À la place, il y avait un grand cadre numérique qui faisait défiler des photos de Bastien et Manon lors de leur récent week-end à Annecy. Quand j'ai demandé à ma mère, elle a eu l'air embarrassée. Oh, c'est une idée de Manon. C'est plus moderne. Et puis, il faut bien lui faire une place, elle fait partie de la famille maintenant. Une place. Pour lui faire une place, il fallait donc effacer la mienne. C'était aussi simple et aussi cruel que ça. J'ai commencé à comprendre sa stratégie. Elle ne m'attaquait jamais de front. C'était toujours par petites touches, par des suggestions bienveillantes qui me marginalisaient. Elle me complimentait sur mon travail avec des phrases empoisonnées, « C'est incroyable, ce que tu fais. Je ne pourrais jamais être aussi obsédée par mon travail. La famille, c'est trop important pour moi. » Et mes parents buvaient ces paroles. Ils voyaient en elle le ciment qui allait enfin solidifier leur famille idéale, une famille où Bastien trouverait enfin sa place grâce à cette femme si stable, et où ma propre indépendance cesserait d'être un reproche silencieux à leur éducation. Ils ne voyaient pas qu'elle n'était pas un ciment, mais un dissolvant. Un produit toxique qui,
lentement, rongeaient ma place à leur côté. Elle n'était pas en train de déplacer un fauteuil ou de changer un cadre. Elle était en train de réécrire l'histoire de notre famille, et dans sa version, mon chapitre était destiné à être arraché. Ce qui a commencé par un dîner manqué est rapidement devenu une nouvelle normalité. Le lent poison de l'exclusion s'est infiltré dans chaque tradition, chaque fête, chaque recoin de ma vie familiale. C'était une campagne menée avec une précision militaire par Manon, et exécutée avec une lâcheté déconcertante par mes parents. D'abord, il y a eu Pâques. On fait quelque chose de très simple cette année, juste nous quatre, m'a dit ma mère au téléphone. Nous quatre signifiait elle, mon père, Bastien et Manon. Le « nous » familial ne m'incluait plus. J'ai passé la journée à voir fleurir sur Instagram les photos de leur déjeuner dans le jardin, Manon portant une couronne de fleurs, posant avec l'agneau pascal comme si elle était la maîtresse de maison depuis toujours. #Family First. La nausée m'est venue. Puis, la fête des mères. J'avais réservé une table dans le restaurant préféré de ma mère des semaines à l'avance. La veille, elle a annulé. Manon a organisé un brunch surprise pour moi à la maison. C'est tellement gentil, je ne peux pas refuser. J'ai annulé la réservation, le cœur lourd. Sur la photo suivante, ma mère portait un collier que Manon venait de lui offrir. La meilleure des belles filles, lisait-on en légende. Chaque événement manqué était une coupure de papier, petite mais douloureuse. Le barbecue du 14 juillet. Les week-ends à la maison de campagne. Les dîners improvisés. Les excuses variaient, mais le résultat était le même. Tu travailles tellement, on ne voulait pas te déranger. Manon est un peu anxieuse en ce moment, on préfère un petit comité. Bastien a besoin de nous, tu comprends. Non, je ne comprenais pas. Comment l'anxiété d'une femme que je connaissais à peine pouvait-elle primer sur ma place de fille? Comment les caprices de mon frère, inchangés depuis ses 15 ans, justifiaient-ils soudainement mon bannissement? Le point de rupture a été mon 32e anniversaire. Il tombait un samedi. Ma mère m'avait promis une soirée spéciale, juste nous, dans un nouveau restaurant que je voulais essayer. J'y avais cru. J'avais acheté une nouvelle robe. Le matin même, le texto est tombé, lapidaire, « Désolée ma chérie, Manon a prévu un week-end surprise pour Bastien, ils partent à la dernière minute. On remet ça. Joyeux anniversaire. On remet ça. Mon anniversaire. Remis à plus tard comme un rendez-vous chez le dentiste. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Mes amis, ma vraie famille de cœur, m'ont organisé une fête incroyable. Ils m'ont entouré d'amour et de rire. J'ai posté une photo de nous tous, souriant, pour me prouver à moi-même que je n'étais pas seule. Le commentaire de Manon est apparu en moins d'une heure. Tellement heureuse que tu aies trouvé les gens qui te correspondent vraiment. La méchanceté déguisée en bienveillance. Le message était clair, ta place n'est plus parmi nous. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire une dernière tentative. J'ai appelé Bastien, mon petit frère, celui que j'avais protégé dans la cour de récré, celui à qui j'avais appris à faire du vélo. Bastien, ai-je commencé, la voix aussi calme que possible, j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Le silence à l'autre bout du fil a été long. Puis sa voix, froide, méconnaissable. Ce qui se passe, Élise, c'est que tu mets Manon mal à l'aise. C'est tout. Tu es toujours là à parler de tes projets, de tes succès. Tu nous fais tous sentir petits. Elle, au moins, elle est normale. Normale, ai-je soufflé, incrédule. Bastien, c'est notre famille. Justement, m'a-t-il coupé. Manon, c'est ma famille maintenant. Et si tu ne peux pas faire d'efforts, alors peut-être que tu n'as plus ta place ici. Tu n'as pas besoin de nous, Élise. Tu as toujours été comme ça. Il a raccroché. Je suis restée assise dans le silence de mon appartement, le téléphone serré dans ma main. Chaque mot était une gifle. Tu n'as pas besoin de nous. C'était la justification ultime. Parce que j'avais réussi par moi-même, je méritais d'être abandonnée. Parce que je ne dépendais pas d'eux financièrement, je n'avais pas droit à leur amour. Honnêtement, que feriez-vous à ma place? Quand votre propre frère vous dit que votre succès est un fardeau,
quand vos parents choisissent une étrangère pour préserver une paix factice? Continuez-vous à vous battre pour une place qu'on vous refuse, ou acceptez-vous la guerre qu'on vous a déclarée? Dites-le moi dans les commentaires. Cette nuit-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré la perte de mon frère, la trahison de mes parents, et la solitude qui s'annonçait. Mais au milieu des larmes, une autre émotion a commencé à poindre. Froide, dure, et tranchante comme l'acier. La colère. Et avec elle, une nouvelle résolution. Ils m'avaient jugé indigne de leur famille. J'allais leur montrer ce que cette femme indigne était capable de construire seule. Et de détruire, si nécessaire. Alors que les portes de ma famille se fermaient une à une, celles de ma vie professionnelle s'ouvraient en grand. Mon travail est devenu mon refuge, ma citadelle. C'était le seul endroit où ma valeur n'était pas remise en question, où mes efforts étaient reconnus et célébrés. Mon entreprise de design d'intérieur, que j'avais lancée seule 5 ans plus tôt, connaissait un succès fulgurant. Nous venions de signer le contrat pour la rénovation d'un hôtel de luxe sur la presqu'île de Lyon, un projet qui pouvait définir une carrière. Et pour couronner le tout, j'étais nominée pour le prestigieux prix du « Jeune talent du design de l'année ». Cette nomination était plus qu'un honneur professionnel. C'était une validation. Une preuve, pour moi-même avant tout, que le chemin que j'avais choisi, ce chemin que mon père avait tant méprisé, était le bon. La cérémonie de remise des prix était l'événement le plus important de ma vie. Je voulais y voir ma famille, espérant secrètement que cette réussite, si visible, si officielle, parviendrait enfin à percer leur armure d'indifférence. Mais Manon ne l'entendait pas de cette oreille. Ma citadelle était la dernière chose qui me restait, et elle était bien décidée à y mettre le feu. L'attaque a été insidieuse. Elle a commencé par des commentaires sur les publications professionnelles de mon entreprise sur LinkedIn, des commentaires signés Manon Lefebvre, de la famille Renault. Elle se créait une légitimité, s'associait à mon nom. Puis, elle est passée à la vitesse supérieure. Un après-midi, mon associée et amie, Agnès, est entrée dans mon bureau, l'air perplexe. « Élise, je viens d'avoir un appel étrange. » Une certaine Madame Duval, qui demandait une consultation pour un grand projet, mais elle était très agressive, posait des questions bizarres sur nos tarifs, nos fournisseurs. Elle essayait de te faire dire des choses que tu ne dirais jamais. Mon sang s'est glacé. Duval. Le nom de jeune fille de la grand-mère de Manon. Un frisson m'a parcouru l'échine. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement, Agnès? Elle a insinué que nous surfacturions nos clients, que tu avais des accords secrets avec certaines marques. J'ai coupé court, bien sûr. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'elle a dit qu'elle avait tout enregistré, point. L'intention était claire, obtenir un enregistrement compromettant, même fabriqué, pour nuire à ma réputation juste avant la cérémonie. Le plan avait échoué grâce au professionnalisme d'Agnès, mais le message était reçu. Manon ne se contenterait pas de m'exclure de la famille. Elle voulait détruire ma carrière. La confirmation est arrivée 2 jours plus tard. Mon patron, le directeur de l'agence qui chapeautait mon entreprise, m'a convoqué. Il avait l'air grave. Sur son écran d'ordinateur, un email. Anonyme. À l'attention de la direction, disait l'objet. L'email parlait d'une designer arrogante et peu professionnelle, Élise R., qui manquait de respect à ses clients et dont l'équilibre mental fragile pouvait nuire à l'entreprise. Il faisait allusion à des preuves audio qui pourraient être envoyées à la presse si des mesures n'étaient pas prises. J'ai lu l'email, le cœur battant à tout rompre. C'était une déclaration de guerre totale. Heureusement, mon patron, un homme juste et intelligent, me connaissait depuis des années. Il a supprimé l'email devant moi. C'est du poison, Élise. N'y pense même pas, concentre-toi sur ton prix. Tu le mérites. Je suis sortie de son bureau en tremblant. J'étais reconnaissante pour son soutien, mais une peur froide m'avait saisie. Manon était prête à tout. Elle avait attaqué le cœur de mon identité, mon travail, ma passion. Cette nomination, qui aurait dû être une source de joie pure, était devenue un champ de bataille. La cérémonie n'était plus une célébration, mais une échéance. Une confrontation inévitable. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai repensé à tout. Aux petites humiliations, aux grandes trahisons.
j'ai réalisé que je ne pouvais plus subir. Subir, c'était lui donner la victoire. Si elle voulait la guerre, elle l'aurait. Mais je n'allais pas me battre avec ses armes, celles de la médisance et du mensonge. J'allais me battre avec les miennes, l'intelligence, la stratégie, et une vérité qu'elle ignorait totalement. Le jeu de la défense était terminé. Il était temps de concevoir ma propre attaque. Une attaque si bien planifiée qu'il ne la verrait jamais venir. La peur de la nuit précédente s'est transformée en une clarté glaciale au lever du jour. Manon m'avait sous-estimé. Toute ma famille m'avait sous-estimé. Ils me voyaient comme Élise l'artiste, la rêveuse, celle qui est dans ses pensées. Ils oubliaient que mon métier, l'architecture d'intérieur, n'est pas seulement une question d'esthétique. C'est un métier de structure, de planification, de gestion des contraintes. C'est l'art de construire quelque chose de solide et fonctionnel sur des fondations parfois fragiles. Et les fondations de ma famille étaient en train de s'effondrer. Il était temps que j'applique mes compétences professionnelles à ma vie personnelle. Mon plan a commencé à prendre forme, non pas sur un coup de tête, mais avec la précision d'un architecte dessinant un plan directeur. Et la pierre angulaire de ce plan se trouvait dans un vieux classeur, au fond d'une armoire. Un document que tout le monde, y compris moi, avait presque oublié. Je l'ai retrouvé. Les pages étaient un peu jaunies. Pacte familial Renault. La date, il y a 10 ans. J'avais 22 ans. J'avais annoncé à mes parents ma décision irrévocable d'abandonner mes études de médecine pour l'école d'architecture. La crise qui a suivi avait failli faire imploser notre famille. Mon père voyait son rêve d'une dynastie de médecins s'envoler. La tension était telle que nous avions fini dans le bureau d'un médiateur, qui était aussi le notaire de la famille, maître Valadier. Pour rétablir une paix précaire, il avait rédigé ce « pacte ». C'était un document étrange, à mi-chemin entre le contrat moral et l'accord légal. En substance, j'acceptais de renoncer formellement à toute prétention sur le cabinet médical de mon père dans la future succession. En échange, mes parents s'engageaient par écrit à soutenir moralement et équitablement mon choix de carrière, et, plus important encore, la clause 3B stipulait un engagement à un traitement parfaitement égalitaire et non discriminatoire entre les enfants, Élise et Bastien, dans toutes les affaires familiales, décisions et partages, afin de préserver l'unité de la famille. À l'époque, cela semblait être une solution juste. Une façon de calmer le jeu. Mes parents l'avaient signé pour s'assurer que leur précieux cabinet médical resterait dans le giron de Bastien, s'il daignait un jour faire quelque chose de sa vie. Je l'avais signé pour acheter ma liberté. Nous pensions tous que c'était une simple formalité. Mais maître Valadier, un homme de la vieille école, avait insisté pour que le document soit enregistré officiellement. On ne sait jamais, avait-il dit avec un petit sourire. 10 ans plus tard, ces mots résonnaient avec une force prophétique. Traitement parfaitement égalitaire et non discriminatoire. 8 mois d'exclusion systématique. Des menaces à peine voilées sur ma part d'héritage. Le financement des lubies de mon frère et de sa petite amie. C'était une violation flagrante de chaque mot de cette clause. Le cœur battant, j'ai cherché le numéro de maître Valadier. Il était à la retraite, mais son ancien cabinet m'a donné son contact personnel. Je l'ai appelé. Sa voix était exactement comme dans mon souvenir, calme et posée. Je lui ai expliqué la situation, sans omettre un seul détail. Il m'a écouté attentivement. Je me souviens très bien de ce pacte, jeune Élise, a-t-il dit après un long silence. Votre père était pressé d'en finir. Je crois qu'il n'a jamais vraiment mesuré la portée de ce qu'il signait. Un engagement est un engagement. Que puis-je faire, maître? La cérémonie est quand? Dans une semaine. Parfait. Invitez-moi. En tant que votre ami. Je serai ravi d'assister à votre triomphe. Et j'apporterai une copie certifiée de ce fameux pacte. Juste au cas où. En raccrochant, un poids énorme s'est soulevé de mes épaules. Je n'étais plus seul dans cette bataille. J'avais un allié. Et une arme. Une arme qu'ils m'avaient eux-mêmes donnée 10 ans plus tôt. Le reste de la semaine, je me suis plongé dans les préparatifs. J'ai envoyé une invitation officielle à mes parents et à Bastien, avec une mention spéciale pour Manon. Votre présence pour ce moment si important pour moi signifierait beaucoup. C'était l'appât parfait.
Ils viendraient, non pas pour me soutenir, mais pour s'assurer que ma réussite ne leur fasse pas trop d'ombre, et pour que Manon puisse parader. Pendant que je choisissais ma tenue et que je répétais mon discours de remerciement, une partie de moi se demandait si j'allais trop loin. Est-ce que j'étais en train de devenir aussi calculatrice que Manon? Puis, je me suis souvenu du visage de ma mère au téléphone, de la voix froide de mon frère, de l'email anonyme. Non. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie. Je ne faisais que construire une structure pour me protéger. Je ne faisais que dessiner les plans de ma propre libération. Le décor était planté. Il ne manquait plus que les acteurs. Le soir de la cérémonie, l'air de Lyon crépitait d'une électricité particulière. L'événement avait lieu dans le grand salon de l'Hôtel-Dieu, un lieu chargé d'histoire, magnifiquement rénové. Un symbole parfait, le neuf construit sur l'ancien. C'est exactement ce que je ressentais. J'étais sur le point de construire ma nouvelle vie sur les ruines de l'ancienne. J'étais arrivé tôt, supervisant les derniers détails avec une concentration professionnelle. La lumière tamisée, les compositions florales, le placement des tables, tout était pensé, maîtrisé. Mon espace. Mes règles. Mes collègues et amis sont arrivés, leurs sourires et leurs félicitations sincères formant un baume apaisant sur mes nerfs à vif. Agnès m'a serré dans ses bras. Tu es magnifique, Élise. Et quoi qu'il arrive ce soir, nous sommes tous si fiers de toi. Ces mots étaient un bouclier. Ma famille est arrivée avec 40 minutes de retard, alors que le cocktail touchait à sa fin. Je les ai vus entrer, et mon cœur s'est serré. Pas par tristesse, mais par une sorte de confirmation douloureuse. Mon père portait un blazer qui avait l'air de sortir d'une partie de golf. Ma mère, une robe simple, presque effacée. Bastien était absorbé par son téléphone. Et puis, il y avait Manon. Elle avait choisi une robe longue, d'un blanc immaculé, presque nuptial. Une robe conçue pour voler la vedette, pour crier « Regardez-moi ». Dans une salle où tout le monde était en tenue de soirée sombre et élégante, elle brillait comme un néon. « Élise. Nous sommes là », a lancé ma mère d'une voix un peu trop forte, comme si elle devait annoncer leur présence à toute la salle. Désolée pour le retard, Manon a eu un petit imprévu avec sa tenue. Je me suis approchée, un sourire professionnel figé sur mes lèvres. « Bonsoir. Je suis contente que vous ayez pu venir. » C'est plus petit que ce que j'imaginais, a commenté Manon en balayant la salle du regard, un léger pli de dédain au coin des lèvres. La salle comptait 200 des professionnels les plus respectés de la région. Oui, ai-je répondu calmement. La qualité plutôt que la quantité. Ils se sont installés à la table que je leur avais réservée, un peu à l'écart, comme une île isolée dans un océan de convivialité. De loin, je les observais. Mon père regardait sa montre. Bastien n'avait pas levé les yeux de son écran. Ma mère essayait de garder la contenance, mais semblait mal à l'aise. Manon, elle, était dans son élément. Elle prenait des selfies, ajustant ses cheveux, choisissant le meilleur angle pour mettre en valeur le décolleté de sa robe blanche. Elle n'était pas là pour moi. Elle était là pour son propre spectacle, utilisant ma réussite comme décor. J'ai aperçu Maître Valadier, assis seul à une petite table au fond. Il m'a fait un discret signe de tête. Sa présence était rassurante, l'ancre dans ma tempête imminente. Le maître de cérémonie a annoncé que les discours allaient commencer. Mon cœur a commencé à battre plus fort. C'était le moment. Le début de l'acte final. Je regardais ma famille, ce petit groupe de étrangers qui portait mon nom. Je me suis sentie étrangement calme. L'architecte en moi avait vérifié les plans une dernière fois. La structure était solide. La démolition pouvait commencer. Je me suis levée, et en marchant vers la scène, j'ai senti le poids de tous les regards. Mais les seuls qui comptaient pour moi étaient les 4 pères Dieu à cette table isolée. Ils ne savaient pas encore qu'ils n'étaient pas de simples spectateurs. Ils étaient les prochains sur la liste du programme. Le rideau allait se lever sur leur propre drame, et j'en étais la metteur en scène. Je me suis arrêtée un instant avant de monter les quelques marches. J'ai respiré profondément. Ce n'était plus seulement ma carrière que je défendais. C'était mon histoire. Mon droit d'exister, sans être jugé, sans être effacé.
C'était ma déclaration d'indépendance. Et elle allait être faite publiquement. La lumière des projecteurs était chaude sur mon visage, mais à l'intérieur, j'étais froide comme la pierre. Le président du jury a prononcé un discours élogieux, parlant de « vision novatrice » et de « sensibilité artistique rare ». J'ai entendu des applaudissements polis de la table de ma famille. J'ai reçu le trophée, un bel objet de verre et de métal, lourd et solide. Le poids de mes années de travail. J'ai pris place derrière le pupitre. J'ai regardé la salle, les visages bienveillants de mes collègues, d'Agnès, de mon patron. Et puis, j'ai regardé ma famille. Mon regard a croisé celui de Manon. Elle ne souriait pas. Elle m'observait avec une intensité prédatrice, comme un serpent attendant le bon moment pour frapper. Merci, ai-je commencé, ma voix étonnamment stable. Recevoir ce prix ce soir est un immense honneur. L'architecture d'intérieur, pour moi, n'est pas seulement une question de décoration. C'est une question de créer des espaces où les gens peuvent se sentir en sécurité, compris et respectés. Chaque mot était choisi, chaque mot leur était destiné. Un projet ne réussit pas grâce à une seule personne, mais grâce à une collaboration basée sur la confiance et l'intégrité. Alors que je parlais, j'ai vu Manon se lever. Elle tenait son verre de vin rouge à la main. Un vin rouge profond, presque noir sous les lumières. Un choix délibéré. Elle a commencé à se déplacer, prétextant vouloir aller aux toilettes, mais choisissant la trajectoire la plus absurde, celle qui la faisait passer juste devant la petite scène. Elle marchait lentement, se balançant légèrement sur ses talons hauts. C'était une performance. L'intégrité, ai-je répété en la regardant approcher du coin de l'œil, est la fondation de tout. Dans notre travail, comme dans nos relations personnelles. Sans elle, même la plus belle des structures finit par s'effondrer. Elle était à quelques mètres. J'ai continué, ma voix ne faiblissant pas, je voudrais remercier mes mentors, mes collègues, et ma famille, qui m'a appris une leçon essentielle, chaque succès doit être gagné, rien n'est jamais acquis. Elle était maintenant juste au pied de la scène. C'était le moment. Je la voyais préparer son mouvement. Son corps s'est tendu. Et la leçon la plus importante que j'ai apprise, ai-je dit en la fixant presque, est de toujours rester fidèle à ses valeurs, même face à l'adversité. Juste au moment où elle amorçait sa chute, son pied se tordant de manière théâtrale, le verre de vin commençant sa course fatale vers ma robe couleur crème, j'ai fait un simple pas en arrière. Un pas calme, mesuré, que j'avais répété 100 fois dans ma tête. Le résultat a été à la fois pathétique et spectaculaire. Le vin rouge n'a pas touché ma robe. Il s'est écrasé sur le sol en une gerbe écarlate, comme une scène de crime. Manon, privée de l'impact qu'elle attendait avec mon corps, a perdu l'équilibre pour de bon. Elle a basculé en avant, essayant de se rattraper au pupitre, mais n'a réussi qu'à l'effleurer. Elle s'est étalée sur les marches de la scène, sa robe blanche immaculée maintenant tachée non pas par le vin, mais par la poussière du sol. Le verre, lui, s'est brisé avec un bruit cristallin qui a résonné dans le silence soudain de la salle. Un silence de mort. 200 paires d'yeux fixaient la scène. Manon, à terre, semblait sonner. Pas par la chute, mais par l'échec. Son plan, si brillamment orchestré dans sa tête, venait de se transformer en un fiasco public. Pendant une seconde, son visage a montré sa vraie nature, une fureur pure, non diluée. Puis, comme une actrice professionnelle, elle a repris son rôle. Son visage s'est tordu de douleur. Une larme a perlé. Le spectacle allait continuer, mais le scénario venait de changer radicalement. Et j'étais toujours là, debout, un pas en arrière, parfaitement propre, le trophée fermement tenu dans ma main. Le silence était total, suspendu, comme l'instant avant que l'orage n'éclate. Que allait-elle faire maintenant que son plan avait si misérablement échoué? Le silence a été brisé par un sanglot. Un sanglot puissant, déchirant, qui ne pouvait venir que de Manon. Elle s'est relevée péniblement, aidée par un Bastien qui s'était enfin précipité sur scène, le visage décomposé par l'inquiétude. « Mon Dieu, Manon, ça va ?» a-t-il demandé, la brossant comme si elle était une poupée de porcelaine. Mais Manon ne le regardait pas. Elle me fixait. Ses yeux, maintenant remplis de larmes bien réelles, des larmes de rage, lançaient des éclairs. « Pourquoi ?» a-t-elle crié, sa voix montant en puissance pour que toute la salle l'entende.
Pourquoi tu as fait ça, Élise? Une vague de murmures a parcouru l'assemblée. J'ai vu la confusion sur les visages de mes collègues. Fais quoi, Manon? Ai-je demandé, ma voix toujours calme, contrastant violemment avec son hystérie. Tu m'as poussé, a-t-elle hurlé, en me pointant d'un doigt accusateur. Je passais juste, et tu m'as poussé. Tu ne supportes pas que je sois là. Tu ne supportes pas que ton frère soit heureux. C'était audacieux. Tellement audacieux que c'en était presque admirable. Passer d'agresseur à victime en moins de 10 secondes. Un talent certain. Élise, qu'est-ce que tu as fait? A grondé la voix de mon père, qui s'était approché de la scène, le visage rouge de colère. Il ne posait pas une question. Il affirmait ma culpabilité. Je n'ai rien fait, ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. Manon a trébuché. Elle n'a pas trébuché, a crié ma mère, qui avait rejoint le groupe, son visage tordu par la déception. On a tous vu. Tu as fait un mouvement, et elle est tombée. Comment peux-tu être si cruel? Ce soir, de tous les soirs? Leur déni était total. Leur volonté de me voir comme la méchante était plus forte que l'évidence. Dans leur esprit, le scénario était déjà écrit, j'étais la fille jalouse et aigrie, incapable de partager la vedette. Elle saigne, s'est écrié Manon en tendant sa main, où une minuscule égratignure, probablement due à un débris de verre, était à peine visible. Elle m'a agressée. Le mot était lâché. Agressée. L'accusation ultime. Je regardais ma famille, unie contre moi sur cette scène. Mon père, le regard dur. Ma mère, au bord des larmes. Mon frère, me fusillant du regard tout en tenant Manon protectricement dans ses bras. Ils formaient un bloc. Un tribunal familial improvisé qui m'avait déjà condamné. Je veux des excuses, a sangloté Manon, la tête sur l'épaule de Bastien. Des excuses publiques. Devant tout le monde. Pour ce qu'elle vient de me faire. C'était donc ça, le but final. L'humiliation. M'obliger à m'agenouiller métaphoriquement devant elle, devant mon monde professionnel, devant tous ceux dont je cherchais le respect. M'anéantir. Élise, a dit mon père d'une voix glaciale, la voix du chirurgien qui ne tolère aucune discussion. Tu as assez fait de mal pour ce soir. Tu vas présenter tes excuses à Manon. Maintenant. Je suis restée silencieuse. Je regardais leur visage, et pour la première fois, je ne voyais plus ma famille. Je voyais des étrangers. Des étrangers qui avaient choisi leur camp. Mon silence a semblé exaspérer mon père. Il a monté les 2 dernières marches pour se tenir juste en face de moi. Il était plus grand que moi, et il a utilisé sa taille pour me dominer. Je ne le répéterai pas, Élise. Soit tu présentes tes excuses à cette jeune femme que tu as humiliée, soit tu peux considérer, à partir de ce soir, que tu ne fais plus partie de cette famille. C'est clair? L'ultimatum. Jeté à mon visage devant 200 témoins. M'excuser pour un crime que je n'avais pas commis, ou être renié. Perdre ma dignité, ou perdre ma famille. La salle était silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Tout le monde attendait ma réponse. Manon me regardait par-dessus l'épaule de Bastien, un éclair de triomphe dans ses yeux humides. Elle avait gagné. Elle pensait avoir gagné. C'était le moment qu'elle attendait. Le moment où j'allais me briser. Mais en regardant mon père, en voyant la dureté implacable dans ses yeux, quelque chose d'autre s'est produit. La peur a disparu. La tristesse s'est évaporée. Il ne restait que le froid piquant de la certitude. La décision qu'ils voulaient m'imposer n'en était pas une. Ils avaient fait leur choix depuis des mois. Ce soir, ils ne faisaient que le rendre officiel. Et ma réponse, elle aussi, allait être officielle. Une famille, ai-je répété doucement, le mot sonnant étrange dans ma bouche. Le micro, encore allumé, a porté ma voix dans toute la salle. C'est de cela qu'il s'agit, papa? De la famille? Mon père a froncé les sourcils, déconcerté par ma question. Ne joue pas sur les mots, Élise. Fais ce que je te dis. Non, ai-je dit. Ce simple mot, prononcé calmement, a eu l'effet d'une détonation. Mon père a reculé d'un pas, stupéfait. Manon a cessé ses sanglots.
Ma mère a mis une main devant sa bouche. Je ne m'excuserai pas, ai-je continué, ma voix gagnant en assurance. Je ne m'excuserai pas pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et je ne m'excuserai certainement pas pour vous avoir mis face à la personne que vous avez choisi de croire. Insolente, a sifflé mon père. Réaliste, ai-je corrigé. Mais puisque nous parlons d'excuses et d'affaires de famille devant tous mes collègues, peut-être est-ce le bon moment pour clarifier certaines choses. J'allais continuer, mais une voix calme et posée s'est élevée du fond de la salle. Peut-être puis-je aider à cette clarification. Toutes les têtes se sont tournées. Maître Valadier se tenait debout, sa silhouette droite et digne contrastant avec le chaos sur scène. Il tenait une mallette en cuir à la main. Lentement, il a commencé à remonter l'allée centrale. Maître Valadier, a balbutié ma mère, le reconnaissant. Mais, qu'est-ce que vous faites ici? Le visage de mon père est passé de la colère à la confusion, puis à une inquiétude palpable. Il le connaissait, bien sûr. C'était le notaire qui avait géré la succession de mes grands-parents, l'homme qui avait rédigé leur propre testament. « Bonsoir, Hélène, Bernard, a-t-il dit en arrivant près de la scène. Je suis ici en tant qu'invité d'Élise. Je tenais à être présent pour célébrer sa remarquable réussite. » Il m'a adressé un sourire chaleureux avant de reporter son attention sur mes parents. Même si je dois admettre que la soirée est plus mouvementée que prévu. Ceci est une affaire privée, a grogné mon père, essayant de reprendre le contrôle. Au contraire, Bernard, a répondu maître Valadier, sa voix toujours douce mais ferme. Dès l'instant où vous avez lancé un ultimatum public à votre fille concernant son appartenance à la famille, cette affaire a cessé d'être privée. Et il se trouve qu'elle a des implications légales que vous semblez avoir oubliées. Des implications légales, a ricané Bastien. Vous êtes sérieux? Elle est juste jalouse. Maître Valadier a ignoré mon frère. Il a posé sa mallette sur le bord de la scène et l'a ouverte avec une lenteur délibérée. Je suis ici à titre personnel ce soir. Mais en tant que vieille amie de la famille, et en tant qu'officier ministériel à la retraite, je me sens le devoir de vous rafraîchir la mémoire sur un document que vous avez vous-même signé il y a 10 ans. Il a sorti une liasse de papier, reliée par une ficelle officielle. Il tenait le « pacte familial Renault ». Manon regardait la scène, ne comprenant visiblement rien, son rôle de victime momentanément oublié. Elle sentait que le pouvoir était en train de changer de main, mais elle ne savait pas pourquoi. Ce ne sont que de vieux papiers sans valeur, a dit mon père, mais sa voix manquait d'assurance. Une goutte de sueur a perlé sur sa tempe. Les documents enregistrés par un notaire ont rarement aucune valeur, Bernard a rétorqué maître Valadier. Surtout quand ils contiennent des clauses très spécifiques sur le traitement égalitaire. Voudriez-vous que je vous lise le passage pertinent? Le piège que j'avais si soigneusement conçu était en train de se refermer. Et ma famille, aveuglée par sa propre arrogance, y avait sauté à pieds joints. La salle était devenue un tribunal, et maître Valadier venait d'appeler son premier témoin à la barre, un morceau de papier qu'il pensait enterré depuis longtemps. Maître Valadier a chaussé une paire de lunettes fines, ajoutant à la solennité du moment. Il a détaché la ficelle du document avec un soin méticuleux. Le silence dans la salle était absolu. Mes collègues, mes clients, mes concurrents, tous étaient les témoins de ce drame inattendu. Le document, intitulé « Pacte familial Renault », a été signé par vous, Bernard, par vous, Hélène, et par votre fille Élise, le 15 juin, il y a 10 ans, a commencé le notaire d'une voix claire. La plupart des clauses sont morales, mais l'une d'entre elles, la clause 3B, a été rédigée avec une portée juridique contraignante à votre demande, Bernard, pour sécuriser la transmission de votre cabinet. Mon père a dégluti difficilement. Je lis, a poursuivi maître Valadier. Clause 3B, en contrepartie des engagements pris par Élise Renault concernant la succession des actifs professionnels, les parents, Bernard et Hélène Renault, s'engagent formellement et irrévocablement à assurer un traitement parfaitement égalitaire et non discriminatoire entre leurs 2 enfants, Élise et Bastien. Cet engagement couvre toutes les affaires familiales, incluant, sans s'y limiter, le soutien moral, l'inclusion aux événements familiaux, ainsi que toute donation ou soutien financier de leur vivant. Il a fait une pause, laissant les mots infuser dans l'air. Traitement parfaitement égalitaire et non discriminatoire, a-t-il répété lentement. Bernard, Hélène,
considérez-vous que le fait d'exclure votre fille de 8 événements familiaux majeurs en 8 mois, y compris son propre anniversaire, constitue un traitement égalitaire? Ma mère a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Peut-être que quelques preuves visuelles pourraient t'aider, ai-je dit, reprenant la parole. C'était le moment que j'avais préparé. J'ai fait un signe discret à l'ingénieur du son, qui avait reçu mes instructions plus tôt. Derrière nous, l'immense écran qui devait diffuser une vidéo de mes réalisations s'est allumé. Mais ce n'est pas mon travail qui est apparu. La première image était une capture d'écran de mon téléphone. Le texto de ma mère, celui du mois d'octobre. Ne viens pas dîner ce soir. Puis une autre. Le texto pour Pâques. Puis celui pour la fête des mères. La date de chaque message était clairement visible. Les murmures dans la salle se sont intensifiés. Ensuite, une série de photos. Des captures d'écran du compte Instagram de Manon. La voilà à Pâques, souriante, dans le jardin de mes parents. La voilà pour la fête des mères, offrant son collier à ma mère. La voilà au barbecue du 14 juillet, agitant un petit drapeau français. Chaque photo correspondait à une date où j'avais été explicitement désinvitée. C'est une violation de notre vie privée, a crié Bastien. C'est la documentation d'un schéma d'exclusion, jeune homme, a corrigé maître Valadier. Un schéma qui constitue une rupture de contrat. Mais ce n'est pas tout. Il a sorti une autre feuille de sa mallette. Le pacte mentionne également le soutien financier. Élise, pourriez-vous nous rappeler le montant de l'aide que vous avez reçue de vos parents pour lancer votre entreprise? 0, ai-je répondu simplement. J'ai tout financé avec des prêts étudiants et mes propres économies. Très bien. Et Bastien, a continué le notaire, pourriez-vous nous rappeler la valeur de la montre que vos parents vous ont offerte pour vos 28 ans, ou le coût du voyage d'inspiration en Italie qu'ils ont financé pour vous et mademoiselle Lefebvre le mois dernier? Bastien est devenu blême. Selon mes informations, nous parlons d'un total d'environ 30 000 € de dons et cadeaux divers sur les 2 dernières années, sans compter le logement et la pension, a énoncé maître Valadier. Un soutien financier qui, selon la clause 3B, aurait dû être égalitaire. Manon, réalisant enfin que la conversation tournait autour de l'argent, a semblé sortir de sa torpeur. Je n'ai jamais rien demandé, a-t-elle balbutié. Peut-être pas, a concédé le notaire. Mais la responsabilité du traitement égalitaire incombe aux signataires du pacte. C'est-à-dire, à Bernard et Hélène. Il s'est tourné vers mon père. Et enfin, Bernard, la menace que vous avez proférée il y a quelques minutes. Tu ne fais plus partie de cette famille. C'est ce qu'on appelle en droit une tentative de déshéritement moral, qui, dans ce contexte, est la preuve ultime de la discrimination et de la rupture du pacte que vous avez signé. L'écran derrière moi a affiché une dernière image, une copie numérisée du pacte, avec les 3 signatures bien visibles en bas de la page. La mienne. Et les leurs. Le piège n'était pas seulement refermé. Il était verrouillé, scellé et exposé aux yeux de tous. Mon père regardait l'écran, puis maître Valadier, puis moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père, le grand chirurgien Bernard Renault, complètement perdu, complètement vaincu. Il n'avait plus aucun argument, aucune autorité. Juste la preuve écrite de sa propre hypocrisie, projetée en grand format pour que tout le monde la voie. Le silence qui a suivi la révélation de maître Valadier était plus lourd que n'importe quel cri. C'était un silence rempli de jugement. Le regard de mes 200 collègues et invités n'était plus confus. Il était clair, et il était accablant. Ils ne me regardaient plus comme la créatrice de drame, mais comme la victime d'une injustice flagrante. Et ils regardaient ma famille pour ce qu'elle était, une façade fissurée. Qu'est-ce que ça signifie, concrètement, a finalement demandé ma mère, sa voix un fil tremblant. Maître Valadier a rangé ses papiers avec une lenteur calculée. Concrètement, Hélène, cela signifie plusieurs choses. Premièrement, toute tentative de déshériter Élise ou de modifier la succession en sa défaveur est maintenant légalement nulle et non avenue. Le pacte protège sa part. Deuxièmement, la rupture du contrat de votre part ouvre droit à une compensation. Une compensation, a répété mon père, le mot sortant de sa bouche comme un poison. Oui. Pour le traitement non égalitaire en matière de soutien financier.
Un juge pourrait facilement estimer que vous devez à votre fille une somme équivalente à celle que vous avez fournie à votre fils sur la même période. Disons, une compensation pour rétablir l'équilibre. Manon a émis un petit son étranglé. Je l'ai regardé. Le masque de la victime était tombé, révélant la panique pure. L'argent. La source de son pouvoir, le but de sa conquête, venait de lui être arraché des mains. Le château de cartes qu'elle avait si patiemment construit s'effondrait. Ce n'est pas possible, a murmuré Bastien. C'est de l'argent de famille. Précisément, a dit maître Valadier. Et Élise fait partie de la famille, n'est-ce pas? C'est le principe même du document que vos parents ont signé. Mon père m'a regardé, le visage défait. Tu as planifié tout ça, n'est-ce pas? La soirée, l'avocat. C'est une embuscade. Une embuscade, ai-je répondu, ma voix portant une tristesse froide. J'ai planifié une soirée pour célébrer mon travail. J'ai espéré, jusqu'à la dernière minute, que vous seriez simplement fiers de moi. Mais je me suis aussi préparé au pire. Et vous me l'avez offert sur un plateau. Ce n'est pas moi qui ai construit ce piège, papa. C'est vous. Vous l'avez construit pendant des années, avec chaque mensonge, chaque excuse, chaque exclusion. Ce soir, vous êtes juste tombé dedans. Je me suis tourné vers l'Assemblée. Je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Comme vous pouvez le voir, la création d'un environnement sain et respectueux est un défi, tant professionnellement que personnellement. Un petit rire a parcouru la salle. La tension était rompue. Le public avait choisi son camp. Nous partons, a annoncé Bastien, tirant Manon par le bras. Elle le suivit comme une automate, le regard vide. C'est malsain. Vous êtes tous malsains. Alors qu'il descendait de la scène, maître Valadier a ajouté une dernière chose, d'une voix parfaitement audible, juste une précision, jeune homme. Toute forme de harcèlement, de diffamation, y compris sur les réseaux sociaux, à l'encontre de mademoiselle Renaud suite à cette soirée sera considérée comme une violation supplémentaire du pacte, avec les conséquences financières que cela implique. Manon s'est figée. J'avais gagné. Non, la vérité avait gagné. Mes parents étaient toujours là, immobiles, perdus au milieu de la scène. Maintenant, ai-je dit, ma voix ne contenant plus de colère, juste une immense lassitude. Je crois que vous devriez partir. C'est ma soirée. Élise? A commencé ma mère, tendant une main hésitante. Je l'ai regardée. Tu as laissé ton mari me renier publiquement. Tu l'as soutenu. Il n'y a plus rien à dire ce soir, maman. Partez. Mon patron s'est approché. Laissez-moi vous raccompagner, a-t-il dit à mes parents, le ton poli mais sans appel. Ils l'ont suivi, deux silhouettes vieillies et vaincues, sortant de ma vie sous les regards de tous. Quand la porte s'est refermée derrière eux, un tonnerre d'applaudissements a éclaté dans la salle. Ce n'était plus pour mon prix. C'était pour moi. Et alors que je regardais les visages souriants de mes amis et collègues, j'ai compris que même si je venais de perdre une famille, je n'étais pas seule. J'étais entourée de la mienne. Celle que j'avais choisie. Les semaines qui ont suivi la cérémonie ont été étrangement calmes, comme le silence qui s'installe après un violent orage. Le drame familial s'est réglé dans la froideur des échanges entre avocats. Mes parents n'ont pas contesté. Ils ont versé la compensation financière sans un mot, un virement bancaire anonyme qui est apparu sur mon compte un matin. C'était le prix de leur trahison. J'ai immédiatement fait don de la moitié de la somme à une association qui aide les jeunes femmes à monter leur entreprise dans les métiers de l'artisanat et du design. L'autre moitié, je l'ai placée sur un compte. Mon fonds pour l'indépendance, je l'appelais. Ma police d'assurance contre le passé. Un soir, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Par curiosité, j'ai décroché. C'était Bastien. Il était ivre, sa voix pâteuse et pleine de sanglots. Elle est partie, Élise. Manon, elle m'a quittée. Je n'ai rien dit. Dès qu'elle a compris que l'argent ne coulerait plus à flot, elle a dit que je lui avais menti sur le statut de notre famille. Elle a dit que j'étais un raté. Il a éclaté d'un rire qui était un sanglot. Elle m'a utilisé. Elle nous a tous utilisés. Tu avais raison. Pardon, Élise. Je suis tellement désolée.
Je sais, Bastien, ai-je dit doucement. Aide-moi, a-t-il supplié. Papa et maman me rendent responsable. Ils ont changé les serrures du studio. Je n'ai nulle part où aller. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à toutes les fois où je l'avais aidé, où je l'avais protégé. Je ne peux pas, Bastien. Tu dois apprendre à te tenir debout tout seul maintenant. Au revoir. J'ai raccroché. C'était l'acte le plus difficile et le plus nécessaire de ma vie. Un mois plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite. L'écriture de ma mère. Ma chère Élise, il n'y a pas de mots pour dire à quel point nous avons eu tort. Nous avons été aveugles. Nous voulions tellement que Bastien réussisse enfin quelque chose que nous avons cru la personne qui lui promettait ce succès. C'était plus facile que d'admettre que notre fils était faible, et que nous avions échoué en tant que parents. Nous avons toujours été plus durs avec toi, parce que tu as toujours été plus forte. Ce n'est pas une excuse. C'est un aveu terrible. Ton père ne l'admettra jamais, mais il collectionne tous les articles de magazines qui parlent de ton travail. Il est fier de toi, à sa manière maladroite et silencieuse. Nous ne demandons pas ton pardon. Mais nous voulions que tu saches que nous regrettons. Maman. J'ai lu la lettre, puis je l'ai rangée dans une boîte. Peut-être qu'un jour, je serai prête à y répondre. Peut-être pas. La confiance, comme une structure magnifique, est facile à démolir, mais prend des années à reconstruire. Aujourd'hui, ma vie est plus calme. Plus lumineuse. Je passe les fêtes avec Agnès et sa famille, qui m'ont adoptée. Mon entreprise prospère. J'ai appris que la famille n'est pas une question de sang, mais de respect, de soutien et de vérité. Ma famille de sang a échoué à ces 3 tests. Ma famille de cœur, elle, les réussit chaque jour. Mon histoire est celle d'une trahison, mais c'est aussi celle d'une renaissance. Se défendre, établir des limites, choisir sa propre santé mentale n'est pas un acte de destruction. C'est l'acte de construction le plus important de notre vie. Merci de m'avoir écouté. Si mon histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû faire face à un drame familial ou à une manipulation, s'il vous plaît, partagez votre expérience dans les commentaires. Vos histoires nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Aimez cette vidéo si elle vous a touché, et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il a le droit de se choisir. N'oubliez jamais, vous méritez le respect. Toujours.